Soyez les bienvenus dans ce Talk Afrique sur Média TV Afrique. Merci de nous être fidèles. Le continent africain et ses alliés sont toujours confrontés à une crise sanitaire liée à la Covid-19. Après les mesures barrières pour contrer le virus, l'heure est au vaccin pour éradiquer la maladie à coronavirus sur la planète. Les vaccins contre la Covid-19, un espoir pour tous et on constate la disponibilité de quelques vaccins dans le monde. Cependant, l'Afrique aura besoin de 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population et atteindre l'immunité collective selon les estimations. Certains pays africains ont déjà commencé leur campagne de vaccination, notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Ghana, le Sénégal, pour ne citer que cela. Le Sénégal, justement, a reçu 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19 et 324 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Où en est l'Afrique dans cette course au vaccin? Comment persuader les populations africaines à se faire vacciner contre la Covid-19? Le vaccin ayant été mis au point en moins d'une année, comment analyser la question éthique sur le continent et au niveau international? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur national du programme élargi de vaccination du Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi pour moi de venir sur ce plateau et de partager ce plateau avec notre aîné, le professeur Cherlo. Donc merci à vous encore. Justement, vous l'avez dit, docteur Cherlo, vous êtes professeur titulaire des universités agrégées de santé publique, directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal. Merci d'être là. Merci, le plaisir est à moi. Et je voudrais surtout à l'entame féliciter le docteur Badiane qui pilote de main de maître le programme de vaccination du Sénégal. Dans cette course au vaccin, je vais m'adresser à vous, docteur Badiane. Quelle analyse faites-vous de la mobilisation des pays africains? Je pense que, comme vous venez de le dire, la vaccination est une stratégie actuellement qui est complémentaire dans la lutte contre cette pandémie et que pratiquement tous les espoirs actuellement sont tournés vers la vaccination pour pouvoir, dans un premier temps, réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie, mais à terme, rompre la transmission de cette maladie-là. Et je pense que l'Afrique n'est pas en reste, donc tous les pays africains sont en train de se mobiliser pour accéder au maximum de doses de vaccins pour couvrir le maximum de leur population pour atteindre cet objectif-là. Docteur Lo, un mot sur la mobilisation des pays africains? Mais je pense que la mobilisation d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait depuis quelques mois quand même. Les Africains attendaient avec impatience ce vaccin-là. Et aujourd'hui que le vaccin est sur nos pays, et effectivement les populations sont mobilisées quand même pour aller se vacciner et pouvoir effectivement se prémunir de cette pandémie. Et comme on le sait, tout le monde sait que le coronavirus a apparu pour la première fois en Chine en 2019, plus précisément au mois de décembre, et tout le monde attendait le vaccin. Aujourd'hui, quelques vaccins sont disponibles, je peux citer quelques-uns. Il y a le vaccin AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, également le vaccin chinois Sinopharm. Je vais me retourner vers vous, justement. Docteur Cherlo, quelle est la particularité de ces vaccins? La particularité des vaccins, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des vaccins qui sont faits en moins d'un an. Et nous avions l'habitude de voir des vaccins qui duraient pendant 10 ans à peu près, au moins, avec différentes phases. Mais ce qui est important, c'est que, et je le disais quelque part, que ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie avance. Et tout avance avec la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, de nouvelles techniques ont été trouvées, de nouvelles techniques qui vont permettre quand même de produire plus rapidement, les doses dont on a besoin. Et en tout cas, c'est bénéfique pour les populations. Et je pense que donc, ces nouvelles techniques sont utilisées et maintenant nous n'avons pas encore assez de recul effectivement pour voir les effets que ça va produire à long terme. Mais je pense que les scientifiques que nous sommes, beaucoup de scientifiques aujourd'hui sont en train de travailler dans ces différents schémas pour pouvoir vraiment savoir les effets que ça va produire à court, à moyen et à long terme. Donc on peut faire confiance, ces vaccins sont fiables, n'est-ce pas, docteur Badiane?
Oui, de toute façon, les vaccins, je pense qu'il y a un processus de développement des vaccins. Et ces vaccins, c'est vrai, on dit que les délais ont été très courts pour produire ces vaccins. Mais ce que je tiens à préciser aussi, il n'y a pas de délai pour produire un vaccin. L'expérience a montré que ça prenait beaucoup de temps et que cette fois-ci, ça a pris moins de temps. Et ça, il y a un concours aussi de facteurs. Hein. Le professeur Cheikh Lo est là, il est chercheur, il le sait. Quand il a un projet, il le monte, il cherche des financements, il a un financement pour faire une première partie, ensuite il reste 2 ans pour chercher d'autres financements. Donc, pour les vaccins, c'était la même chose. Donc, les vaccins devaient passer par des étapes. Donc, toutes ces étapes-là, il y a eu des compressions sur les délais. Parce que traditionnellement, tu faisais la phase 1, tu avais un financement pour la phase 1, tu restais encore 2 ans, 3 ans pour avoir un autre financement pour aller en phase 2, ensuite la même chose pour aller en phase 3, parfois il n'y avait pas assez de volontaires. Avec le contexte de Covid, tout ça là a été disponible dès le début. Ça veut dire que l'argent pour faire la recherche était déjà disponible avant qu'on ne commence la recherche. Et les gens avaient acheté les vaccins avant que la recherche ne commence. Au niveau international. Donc voilà. Et en plus de ça, quand on dit, nous on a l'habitude dans l'administration, on dit de faire ça, toute activité cessante. Ça veut dire que dans l'urgence, il faut faire. Donc nous, par exemple, le plan de déploiement qu'on a fait pour les vaccins du Sénégal, souvent ça nous prenait 6 mois pour déployer un vaccin. Cette fois-ci, ça n'a même pas pris 15 jours. Donc, tout ce qu'on le faisait en 6 mois, on a pu le faire en 15. Donc, c'est dans ce contexte-là que les gens continuent à travailler dans la pandémie pour trouver des solutions. Maintenant, ces vaccins-là, il y a quand même des normes scientifiques qui sont inviolables. Et je pense que tous ces vaccins qu'on est en train d'utiliser actuellement, c'est des vaccins qui ont suivi ce circuit, qui ont fini leur phase 3 et qui ont eu l'autorisation d'urgence pour l'utilisation. Donc, c'est vrai, il y a des nouveaux vaccins, des nouveaux procédés, donc à l'image des vaccins ARN messager et des vaccins à vecteurs viraux. Mais il y a des vaccins traditionnels comme les vaccins inactivité qui ont suivi un procédé traditionnel. Maintenant, pour les vaccins à vecteurs viraux aussi, ce n'est pas les premiers vaccins. Il y a le vaccin Ebola. Il faut que le rappelle, les gens oublient qu'actuellement, il y a un vaccin contre Ebola que même la Guinée est en train d'utiliser actuellement pour cette nouvelle pandémie. Ce vaccin-là, c'est un vaccin à vecteur viral. Donc, ce qui est nouveau, c'est les vaccins à ARN messager, mais aussi la plateforme existait déjà. Donc, les gens ont bâti sur l'existant et ils sont allés plus vite. Alors, donc, docteur en termes d'efficacité, oui. je pense que ces vaccins-là obéissent aux normes qui sont fixées par l'OMS en termes d'efficacité, qui est une efficacité supérieure ou égale à 50%. Mais comment analyser la question éthique sur le continent et au niveau international, docteur Cherlo? Vous savez, moi, je suis membre du comité d'éthique, donc des comités d'éthique. Je sais très bien, aujourd'hui, tous les comités d'éthique sont mobilisés. Si on donne des exemples, il y a certains pays où, je donnerai un exemple, par exemple le Sénégal, celle qui... Le cas du Sénégal, on va y revenir. Hein. Oui, mais je voudrais montrer que les comités d'éthique sont impliqués et sont en train de suivre les différentes phases. Et c'est ça qui est important. Parce que les comités d'éthique sont là pour effectivement mettre en confiance quand même les populations, pour leur montrer que tout est réglé et que tout se passe normalement. Et je pense que dans certains pays, les comités d'éthique ont travaillé dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a pas de problème majeur qui ont été soulignés, en tout cas, jusqu'à ce jour. Alors, vous venez de dire tout à l'heure, je crois que le docteur Badiane disait que ce sont des vaccins fiables, des vaccins efficaces. On va prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les doses AstraZeneca ont été jugées inefficaces contre le nouveau variant virus qui s'est développé dans le pays. Qu'est-ce qui explique l'inefficacité de ces vaccins sur des variants du coronavirus? Non, vous savez, quand on fabrique quand même un vaccin, c'est destiné à un virus bien déterminé. Et maintenant, parfois, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, si la variation n'est pas très grande, il n'y a aucun problème. Mais si la variation est très grande, effectivement, le vaccin n'est plus efficace. Et en ce qui concerne AstraZeneca, je crois que je parle sous le contrôle de Badiane, je pense que son efficacité c'est estimé à 50%. L'efficacité, c'est entre 70 et 90%. Je pense qu'il y a une nouvelle, la semaine dernière, il y a une recommandation de l'OMS dans ce sens, parce qu'on a vu, parce que vous savez que dans les essais cliniques, il y avait même quelques discordances qui ont même retardé un peu la publication des résultats. Parce que pour AstraZeneca, ils avaient vu que ceux qui avaient reçu une dose fractionnée, ou bien une seule dose, avaient une immunité plus élevée que ceux qui avaient reçu les deux doses complémentaires. Maintenant que c'est compris, c'est par rapport à l'intervalle. Donc avant, ils avaient dit un intervalle de 3 à 4 semaines. Maintenant,
Si on va entre 8 et 12 semaines, on a une efficacité de 90% presque pour AstraZeneca. Voilà. Maintenant, tous les vaccins qui ont été développés sur la base de la souche de Wuhan. Donc c'est la souche primaire. Donc maintenant, comme l'a dit le professeur, le virus aussi, il essaie de se défendre. Il fait des mutations. Il y a un degré de mutation, si ça arrive là-bas, le vaccin peut ne pas être efficace. Et ils n'ont pas dit que le vaccin n'est pas efficace contre la souche sud-africaine. Ils ont dit que l'efficacité n'est pas suffisante et que c'était des résultats préliminaires et qu'ils allaient continuer l'étude. Donc je pense que pour le moment, de toute façon, dans la plupart des pays, ce vaccin-là reste efficace et que si on prolonge maintenant le délai entre les 2 doses, on peut arriver à 90%. Qui a commandé le vaccin Johnson & Johnson. Alors, les autorités africaines ont pris des mesures fortes pour lutter contre le coronavirus. Mais aujourd'hui, la question, on voudrait savoir comment persuader les populations africaines qui vont justement se faire vacciner. Comment les persuader? Mais vous savez, chaque pays a sa méthode. Et dans beaucoup de pays, c'est l'implication surtout communautaire. Parce que dans nos pays, surtout les pays africains, nous avons certaines identités remarquables. Et nous avons aussi des leaders d'opinion au niveau le plus bas. Et ce sont ces personnes aujourd'hui, en rapport avec le personnel de santé, mais également avec les sociologues et les socio-anthropologues, qui sont en train de travailler pour effectivement sensibiliser ces populations qui puissent accepter. Et si vous voyez depuis le départ et maintenant, effectivement, il y a une avancée significative par rapport aux populations qui croient maintenant au vaccin. Vous parlez là, on n'a pas encore abordé le cas du Sénégal. Est-ce que vous voulez parler de l'Afrique de façon générale? Non, de l'Afrique de manière générale. Oui. Mais même quand vous allez dans les autres pays, il y a toujours, ça c'est une spécificité africaine. C'est notre vie, quand vous allez dans d'autres pays, il y a des leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion, en général, ont une mise sur les populations. Et donc, les stratégies tapent sur ces personnes pour pouvoir vraiment mobiliser la communauté, mobiliser toute la population pour qu'ils puissent aller se faire vacciner. Et je pense qu'en Afrique, il faut comprendre qu'il y a une avancée très significative quand même par rapport à cette confiance au vaccin. Et les pays riches ont financé la recherche, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour obtenir les vaccins qui sont justement disponibles aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les pays africains peuvent développer leurs propres vaccins? Bien sûr, de toute façon, la ressource humaine est là. Je pense que c'est juste un problème de moyens. Hein. Je pense que même dans pratiquement tous nos pays, ce qui se pose, c'est le problème des infrastructures et des moyens. Parce que même si vous voyez, même c'est ce qui développe les vaccins ailleurs, c'est des Africains qui sont là-bas, qui travaillent avec eux. Il y a des essais vaccinaux qu'on a menés dans le continent. Le Sénégal, par exemple, produit un vaccin. Le vaccin contre la fièvre jaune, il est produit localement avec l'Institut Pasteur de Dakar. Donc je pense que c'est plus un problème de moyens, de technologie que de ressources humaines. Donc je pense qu'à l'avenir, je pense que cette pandémie a donné vraiment l'exemple qu'il faut que les Africains se réveillent et qu'ils puissent compter sur eux-mêmes. Parce que vous voyez que cette cupidité qu'il y a eu dans cette gestion de ces vaccins-là, c'est vrai, les gens qui ont investi et qui ont développé le vaccin, c'est normal qu'ils se servent les premiers. Alors, il y a déjà des vaccins qui sont disponibles. Est-ce trop tard ou pas pour un vaccin africain? Est-ce que vous partagez son avis? Non, je pense que ce n'est pas trop tard, justement. Parce que la maladie est encore là. Et nous pensons, d'après les prévisions, que la maladie est encore là pour quelques années. Et donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est pouvoir, à partir des leçons que nous avons tirées de cette pandémie, que les pays africains puissent se retrouver et puissent quand même travailler sur un de vaccin qui va concerner uniquement les Africains. Parce que, effectivement, comme l'a dit Badiane, ce qui est clair, c'est que ce que nous a appris cette pandémie, c'est qu'il faut compter sur soi-même. Et il faut compter sur les grands ensembles. Et donc l'Afrique doit pouvoir compter sur elle-même. Et je pense que c'est ça qui fera que demain, qu'on puisse effectivement développer notre propre vaccin dans le cas d'une autre épidémie et surtout dans ce cas-là précis. Docteur Badiane, concernant le vaccin contre le coronavirus, les pays riches continuent de s'approvisionner et c'est un peu difficile pour les pays à faible revenu en voie de développement, d'où la naissance de l'initiative COVAX avec l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation Bill Gates. Que pensez-vous d'une telle initiative? Bon, je pense que l'OMS, quand même, pour cette fois-ci, a joué les rôles d'avant-gardiste. Parce qu'en fait, je pense que les gens, tout le monde sentait le coup venir. Parce que les gens étaient en train d'acheter, comme je vous l'ai dit, ils achetaient les doses avant que le vaccin ne soit, que la recherche même ne soit entamée. Donc l'OMS a vu ça et elle a entrevu que si on laisse les choses
aller comme ça, au moment où les vaccins seront disponibles, il n'y aura que ces pays-là qui ont les moyens qui vont disposer de ces vaccins-là. C'est pourquoi très tôt, il a initié cette initiative-là et a demandé à tous les bonnes volontés, à tous les donateurs de se réunir pour constituer un fonds pour pouvoir constituer maintenant aussi, pour avoir assez de force pour peser sur le marché des vaccins et imposer maintenant aux pays pour qu'il y ait des quotas pour les pays qui sont à revenus faibles ou revenus intermédiaires. Je pense que ça a été une bonne initiative et on commence à voir les fruits parce que les premières livraisons maintenant sont arrivées au niveau des pays et vont permettre de commencer la vaccination. Mais justement, cette question de répartition équitable de vaccins au niveau mondial, comment y parvenir, docteur Cherlo? Mais c'est l'OMS. Au-delà de l'initiative COVAX. Oui. Mais non, vous savez, c'est que chaque pays, si vous prenez par exemple certains pays, ont acheté d'eux-mêmes en attendant la stratégie de COVAX de 2020. Donc ça veut dire que tous les pays ont leur stratégie. On ne peut pas dire aujourd'hui que chaque pays, les pays qui ne peuvent pas acheter, qu'on leur dise qu'on ne peut pas acheter. Donc il faut une certaine solidarité et je pense que ce qu'il faut, c'est que les pays qui vont pouvoir acheter puissent appuyer les autres pays pour que chacun puisse disposer de ces vaccins-là. Je pense que c'est la solidarité qui doit marcher entre les pays. Sinon, il y aura certains pays, justement, peut-être qui auront une certaine quantité, mais n'auront pas la quantité effectivement voulue. Et le secteur privé aussi doit jouer son rôle. Mais absolument, absolument. Je pense que le secteur privé, c'est... Non, mais justement, parce que le secteur privé peut aider. Et dans certains pays, par exemple, il y a, moi, en tout cas, dans ma documentation, j'ai vu qu'il y a certains pays où les banques se sont impliquées pour aider les pays à pouvoir acquérir ces vaccins-là. C'est le cas de la Banque mondiale qui intervient pour pouvoir aider quand même pour que les gens puissent, que les pays puissent quand même accéder à une quantité suffisante de vaccins et pour qu'il y ait que cette équité, en tout cas, qui est voulue au niveau international. On va parler du Sénégal aussi. Le Sénégal a reçu 200 000 doses de AstraZeneca, de vaccins en provenance de la Chine, 324 000 doses AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Le pays a démarré sa campagne de vaccination le 23 février 2021. Vous y avez pris part d'ailleurs. Alors, quelle appréciation faites-vous du déroulement de cette campagne ? Bon, pour le moment, comme on peut dire, c'est que la campagne se déroule normalement. Le seul problème auquel on est confronté, c'est l'insuffisance des doses qui sont déjà disponibles. Parce que la demande est quand même pour le moment très supérieure à l'offre. Et c'est ça qui fait que c'est un peu difficile, surtout par rapport à la sélection des personnes à vacciner. Mais sur l'ensemble du territoire, comment les opérations se déroulent. Concernant la cible, il y a le personnel soignant, les personnes âgées de 60 ans et plus, entre autres. Comment le Sénégal peut faire de sorte que ces personnes soient atteintes justement sur tout le territoire, hein, sachant qu'elles sont plus de 3 500 000. Comment il faut atteindre justement toutes ces personnes Absolument. dans le cadre de ce vaccin? Donc, dans la stratégie nationale de vaccination, donc, pour l'année 2021, on s'est donné comme objectif de vacciner les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, comme l'a défini l'OMS, c'est les personnes qui sont les plus exposées, les personnes qui sont les plus à même de développer des cas graves ou de mourir de la maladie. C'est essentiellement le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées et les personnes vivant avec des comorbidités. Quand on avait l'évaluation au Sénégal, ça a tourné autour de 20% de la population. Donc, mais avec l'arrivée des doses, donc ce qu'on vient de recevoir, on ne peut pas d'emblée cibler toutes ces personnes-là. Ce qui a fait qu'on a fait encore une priorisation à l'intérieur de ces cibles-là. Et actuellement, on est en train de commencer avec le personnel de santé de première ligne et les personnes âgées de plus de 60 ans vivant avec une comorbidité. Et quand on aura assez de doses maintenant, on va intégrer maintenant toutes les personnes âgées de 60 ans, mais aussi toutes les personnes de moins de 60 ans qui ont des comorbidités. Donc c'est comme ça qu'on compte faire d'ici la fin de l'année. Maintenant, si le marché des vaccins s'améliore et que la disponibilité aussi s'améliore, on va inclure même d'autres groupes qui ne sont pas encore pris. Parce qu'à terme, le but c'est de vacciner tout le monde.
Donc dans ce cas-là, je pense qu'il y a un comité qui a été mis en place pour coordonner et surveiller ces activités de vaccination pour des soucis de transparence et d'équité. Donc je pense que la répartition des doses se fait de manière équitablement au niveau de toutes les régions du Sénégal. Mais pour le peu de doses que nous avons au Sénégal, comment arriver à persuader les populations à se faire vacciner massivement, comme l'a dit le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr? Pour le moment, avec le nombre de doses qu'on a, c'est le contraire. C'est comment faire pour vacciner tous ceux qui demandent à être vaccinés. Je pense qu'actuellement, la demande est plus importante que l'offre, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une adhésion par rapport à cette vaccination-là. Donc je pense que pour le moment, notre souci, ce n'est pas de persuader les populations, c'est plus de trouver assez de doses de vaccins pour vacciner ceux qui demandent à être vaccinés. Docteur Cherlo, les scientifiques, au Sénégal, on a des scientifiques. Pourquoi la recherche n'est pas financée jusqu'ici? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'en son temps, les États n'avaient pas une volonté politique pour investir dans la recherche. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie, c'est le point de départ. Parce que si vous prenez par exemple le Sénégal, aujourd'hui, beaucoup d'argent a été investi pour la recherche fondamentale au niveau des universités. Il est prévu l'équipement des laboratoires au niveau des universités, parce que la recherche commence effectivement au niveau des universités. Mais également, il y a un développement de la recherche appliquée qui va permettre une valorisation des résultats de recherche de nos chercheurs et va motiver donc ces chercheurs pour pouvoir travailler. Parce que la remarque que nous avions faite, et le constat est clair, c'est que nous avons une fuite des cerveaux vers les grandes puissances, parce que tout simplement, là-bas, ils ont des laboratoires aux normes qui leur permettent effectivement de pouvoir mener leur recherche obligatoirement. Donc avec ce financement, ceci pourra permettre aux chercheurs de rester sur place et de pouvoir travailler et de pouvoir développer la recherche. Docteur Badiane, avec COVAX, ce mécanisme de l'Organisation mondiale, est-ce que tous les pays africains seront servis? C'est ça la grande question aujourd'hui. Oui, tous les pays qui sont dans l'initiative seront servis. Et il y a quand même un mécanisme aussi de transparence à l'intérieur de l'initiative et toutes les données sont publiées. Et l'initiative dit qu'aucun pays ne recevra une dose supplémentaire tant que tous les pays de la coalition n'ont pas reçu les 20% de doses que leur a attribuées. Il faut noter aussi qu'il y a une initiative africaine, de l'Union africaine, à l'image du COVAX aussi, qui est en train de chercher des doses pour les pays africains. D'accord. Et justement, sur cette question du Sénégal, j'aimerais bien que vous puissiez revenir. Comment faire pour s'inscrire? Je pense qu'il y a une plateforme que vous avez mise en place. Bon, c'est vrai qu'il y a une plateforme qui est mise en ligne, donc c'est pratiquement une plateforme qui vient d'arriver, mais ce n'est pas exclusivement ceux qui sont sur la plateforme qui seront vaccinés. Si c'est presque une préinscription, ça facilite l'enregistrement au moment de la vaccination, mais si la personne est éligible et qu'il se présente au niveau des unités de vaccination, on la vaccine et on la reçoit en même temps. Et pour le cas toujours du Sénégal, le Sénégal avait reçu 200 000 doses de vaccins et le Sénégal a offert 10 000 à la Guinée-Bissau et également à la Gambie. Comment est-ce possible, puisque tout à l'heure vous disiez qu'il n'y a pas assez de vaccins? Qu'est-ce qui explique cela, docteur Cherlo? Mais justement, il faut développer cette solidarité justement pour nos pays. C'est une solidarité. Aujourd'hui, peut-être que la Gambie, la Guinée-Bissau n'a pas les moyens de pouvoir acquérir suffisamment, mais le Sénégal qui a acquis en premier puisse en tout cas développer ce type de solidarité entre nos pays, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une maladie qui traverse les frontières. Et donc, si nous sommes vaccinés à 100% et que la Gambie à côté n'est pas vaccinée, mais si nous n'accédons pas à l'immunité, mais la maladie sera toujours là. Donc c'est important, effectivement, de pouvoir soutenir tous les pays qui sont autour et c'est une forme de solidarité. Vous partagez son avis, cette forme de solidarité. On peut également rappeler l'Union africaine qui a sécurisé plus de 400 millions de doses pour le continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est cette même solidarité qu'on demande à ceux qui produisent les vaccins. Parce qu'il n'y a aucun pays qui produit les vaccins qui actuellement a vacciné toute sa population. On leur demande de penser aux autres. Donc nous aussi, il faut qu'on donne l'exemple. Je pense que c'est symbolique, mais c'est juste pour montrer la solidarité qui doit prévaloir dans cette pandémie. Parce que même la Chine qui nous a vendu les vaccins, la Chine n'a pas de quoi vacciner toute sa population. Donc si on devait attendre que la Chine vaccine sa population, que les Américains, comme l'avait dit Donald Trump, vaccinent leur population avant qu'aucune dose ne sorte du territoire, je pense que nous, en Afrique, on n'aura pas de dose d'ici 2023 ou 2024. Donc c'est pour vous quand même donner le bon exemple, je pense que c'est symbolique, mais quand même ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut que les gens, le peu qu'on
qu'on le partage avec tout le monde. Parce que aussi, la pandémie-là, ce n'est pas en réglant le problème au niveau d'un pays qu'on va en sortir. Je pense que tout le monde est conscient que c'est une gestion globale qu'il faut et que si on veut sortir le monde de cette pandémie, il faut que la gestion soit globale, que si on doit vacciner, que tout le monde soit vacciné. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau de Talk Afrique Dr Ousseynou Badiane. Vous êtes coordonnateur national du programme élargi de vaccination du Sénégal. Merci à vous. Merci à vous. Également Dr Cherlo, professeur titulaire des universités agrégées de santé publique, directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie. Et merci encore une fois et bonne route. Merci à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous très bientôt et portez-vous bien.